RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle version du Café des Sports de Radio Foot International, notre version hebdomadaire, on va dire, de cette émission. Alors le Café des Sports, c'est pour nos auditeurs, pour tous ceux qui nous regardent en Facebook Live et évidemment maintenant ceux qui nous suivent sur France 24. Bienvenue à tous et bienvenue aussi à nos invités qui sont déjà accoudés au comptoir de ce café. Bonjour Xavier Barré. Bonjour Annie. Alors Xavier, vous êtes tout seul aujourd'hui, enfin tout seul. Non, pas vraiment tout seul, mais Rémi nous a abandonnés, sûrement pour le plus grand dame de beaucoup de nos auditeurs, mais nous l'avons remplacé par Gilles Verdez. Bonjour Gilles. On ne remplace pas Rémi. Non, je sais bien. Impossible à remplacer, mais vous aurez quand même la dure tâche d'essayer. Je vais essayer. De faire. Vous avez vos proverbes français, africains, peu importe. Je vais en inventer là, comme lui d'ailleurs. Comme lui, exactement. Et puis le réfé qui est là, revenu de ses vacances. Bonjour Alejandro Valente. Annie, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, dans le cœur de nos débats, toujours animés le vendredi, eh bien nous commencerons, nous sommes en pleine phase éliminatoire, vous le savez, nous commencerons par un choc de géants en Amérique du Sud. En vue de Qatar 2022, Brésil et Argentine se retrouvent quelques semaines après la finale de la Copa América, quelques semaines donc après cette finale qui avait réussi aux Argentins. L'Albi-Céleste est dans une nouvelle dynamique, surtout dans une nouvelle ère messiesque, nous semble-t-il. L'Algérie, une équipe championne d'Afrique intouchable qui aligne les records et va défier les étalons pour prolonger son invincibilité. Alors qu'à Lubumbashi, une grande déception entourait hier le baptême des léopards d'Hector Cooper. L'Espagne, battue et mal embarquée pour rallier le Qatar. Luis Enrique est-il trop clivant avec la Roja? Et puis nous évoquerons aussi la Coupe du Monde, bientôt biennale. En tout cas, au nom de la FIFA, Arsène Wenger défend le projet de Gianni Infantino. Et nous en parlerons. Au générique de cette émission, David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission avec Pierre Guérin. Il y a Laurent Salerno à la réalisation radio, peut-on dire, et à la vidéo, Souel Kedir et Léo Bernard, ainsi que nos amis de France 24. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Brésiliens et Argentins ont rendez-vous dimanche soir. Ce sera à Sao Paulo, dans le stade de l'Arena Corinthians, là où avait commencé la Coupe du Monde en 2014. Les deux grandes sélections sud-américaines se retrouvent dans le cadre donc des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde et elles arrivent fortes de leur récente victoire la nuit dernière. La Seleção est allée gagner au Chili, difficilement, mais elle a gagné sur 1-0 alors que l'Albi-Céleste s'imposait un peu plus facilement au Venezuela sur le score de 3-1. Forte de leur victoire et forte aussi de leur star, aujourd'hui parisienne, je parle évidemment de Messi et de Neymar, même si Alejandro Valente, elles sont dans une forme physique un peu différente, hein, on l'a vu au cours des deux matchs. Une forme physique différente et surtout avec des effectifs qui ne sont pas forcément au complet côté brésilien, puisque vous savez, lorsque la FIFA a décidé d'organiser une triple journée en Amérique du Sud, ça n'a pas plu aux clubs européens et notamment aux clubs anglais qui s'y sont opposés. Mais je faisais allusion en fait déjà aux matchs qui se sont disputés. Neymar qu'on a eu du mal à voir. On l'a trouvé un petit peu en surpoids, évidemment. Oui, en tout cas pas en forme, comme on l'avait vu du côté de Reims. Il a vendangé une énorme occasion. Messi était aussi en remise en état puisqu'il sortait de ses vacances. Il avait joué quelques minutes à Reims la semaine dernière, mais il n'avait pas beaucoup joué. Il a surtout failli être coupé en morceaux. Et d'ailleurs, il a subi une faute assez impressionnante, même si aujourd'hui, on l'a vu arriver à Sao Paulo et il avait l'air de marcher normalement. Donc, ça semble être sans conséquence. Oui, il sautait comme un cabri, c'est ça, Messi Oui, mais il a failli ne plus sauter comme un cabri, hein, parce que là, c'est une vraie agression quand même. Oui. Et moi, j'ai l'impression d'une sorte, alors non pas de passage de témoin, mais je trouve que
le fait d'avoir signé à Paris, ça rend Messi encore plus star. C'est-à-dire qu'il arrive en jet privé, il vient au dernier moment, il emmène ses coéquipiers. Ça, il le faisait déjà avant. Oui, mais là, je trouve que Maintenant, de Paris, on le relève. Voilà, il y a un côté star. Et je trouve que le contraste avec Neymar, alors, vous disiez légèrement surpoids, non pas ventripotent, mais légèrement enveloppé. Qui a dit ça. Oui, j'ai pas osé dire ça. Il est un peu enveloppé, il n'est pas ventripotent, mais il est enveloppé. Je trouve que le contraste est saisissant. Alors, saisissant, mais en tout cas, parlons de ces Brésiliens. C'est toujours un match très disputé. C'est le sommet, en général, du foot sud-américain entre Argentins et Brésiliens. Mais même si le Brésil est pratiquement qualifié pour le Qatar, avec cette 7e victoire en 7 matchs et 17 buts inscrits, pour, je crois, si je ne me trompe pas, c'est 2 ou 3 encaissés. 2 encaissés. 2 encaissés. Pour 2 contre. Vous avez raison, Xavier. En tout cas, pour ce choc, alors là, vous y faisiez allusion effectivement à Alejandro. L'Argentine, elle est au complet, alors que Tite, lui, eh bien, il a dû se passer de beaucoup de joueurs, et notamment pas mal de titulaires. Il y en a 9 qui ont été gardés, retenus par la Première Ligue. Et lorsque... Alors, pas n'importe qui, les gardiens, hein, par exemple, Alisson ou Ederson, il y a aussi Richarlison, beaucoup de Son, hein, pourtant, on n'est pas en Islande, ou encore aussi. Thiago Silva. Mais ils ont été retenus en Angleterre. Et là, Tite, le sélectionneur brésilien, a tenu à mettre les choses au point. C'est contre leur gré. En tout cas, il a insisté, Tite. Je peux vous affirmer, parce que j'ai parlé aux joueurs absents, que tous aimeraient être ici, avec nous, en sélection. C'est une information. Chacun est libre de commenter comme il l'entend, mais l'information, la vérité, et il n'y en a qu'une seule. Ils auraient tous voulu être là, mais il y a eu des interférences pour que ça ne puisse pas se faire. N'ont pas pu. Il les défend. Oui, bien sûr, il a raison, mais c'est un peu une fausse excuse. On sait que le Brésil pourrait faire 3 sélections avec la richesse du réservoir brésilien. C'est le pays qui a plus d'1 millier de joueurs qui sont expatriés dans le monde entier. Alors effectivement, tous ne sont pas du niveau de Neymar ou de Richarlison, mais bon, ils ont de quoi faire une équipe compétitive pour les éliminatoires. Ils ont perdu la finale de la Copa América. Ils ont de quoi faire une équipe compétitive pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il faut rappeler que ce sont les éliminatoires. Alors effectivement, ça vient 2 mois après une finale de Copa América perdue chez eux contre le voisin argentin. Donc forcément, ça redonne plus d'importance à ce match. Mais que Tite dise « Ah oui, il me manque Thiago Silva » ou « Il me manque Richarlison, j'ai pas une bonne équipe », c'est pas vrai. Quand on sait la force des joueurs brésiliens... Mais est-ce que vous croyez que vraiment les joueurs voulaient venir et qu'ils n'ont pas pu venir ? Après, on connaît la situation. Ça veut dire que s'ils revenaient il y a une réglementation au Royaume-Uni qui fait que s'ils reviennent, ils doivent faire 15 jours de quarantaine. 10 jours. Donc, ou 10 jours de quarantaine. Donc ça veut dire que les clubs qui les payent très cher ne peuvent pas les utiliser. C'est le cas en Afrique pour beaucoup de joueurs de la sélection de Côte d'Ivoire. Exactement. Ne peuvent pas les utiliser non seulement pour le championnat, mais aussi pour la Ligue des Champions. Et c'est pour ça que les grands clubs n'ont pas voulu les libérer. Alejandro, en fait, par opposition... Vous dites les Argentins, ils ont voulu, parce qu'il y en a plusieurs d'Angleterre, et ils sont là. Je pense que la FIFA avait été très claire et les clubs avaient l'obligation de libérer les joueurs. D'ailleurs, les Argentins n'avaient pas attendu que la FIFA se prononce pour dire « nous, on va aller jouer nos matchs ». Ils ont pris un vol pour le Venezuela directement pour aller jouer sans attendre que leur club les autorise. Alors que dans d'autres cas, les joueurs ont beaucoup plus hésité et la fédération brésilienne n'a pas été très claire parce que la fédération brésilienne aurait dû taper du poing sur la table. Elle ne l'a pas fait. Tite, qui se plaint aujourd'hui, a d'emblée convoqué des joueurs pour remplacer ceux qui étaient en Angleterre. Et je pense que c'était un très mauvais message envoyé au club anglais qui finalement se trouve gagnant dans cette affaire. S'en sont contentés, Gilles. Le Brésil a perdu le bras de fer. Mais je trouve que mes collègues sont un tout petit peu réducteurs en disant qu'il n'a pas à se plaindre parce que nos joueurs sont absents ou que peut-être les joueurs n'avaient pas vraiment envie d'y aller. N'importe quel pays, imaginez la France sans 9 joueurs. C'est énorme, 9 joueurs. C'est la moitié d'une sélection. Donc, il est amputé, il est décimé presque au sens littéral du terme. Le Brésil est décimé. Mais non, mais c'est le Brésil. Une équipe, la France, là, elle aura 4 absents pour le déplacement. Mais c'est pas 9. 9, oui, c'est énorme. Et je trouve que moi, c'est un très mauvais message envoyé au football de sélection. Parce que la Première Ligue
prennent en otage en raison d'un protocole sanitaire des joueurs, pour moi, ce n'est pas responsable. Les joueurs doivent avoir le droit de jouer avec leur pays. D'ailleurs, aujourd'hui, la Confédération brésilienne a changé un petit peu son discours. On l'a entendu avec Tite et demande que les joueurs qui ne sont pas venus soient empêchés par la FIFA de jouer jusqu'à 5 jours après le dernier match éliminatoire joué par le Brésil, comme le prévoient les textes. Ça renforce la position d'Arsène Wenger, sur laquelle on reviendra tout à l'heure d'ailleurs. Non, mais si effectivement les joueurs étaient venus comme les Argentins l'ont fait, on n'aurait pas cette situation, clairement. Puisque le droit du football international donne raison, effectivement, aux sélections dans ce cadre-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une réalité économique qui est toujours la même, c'est que c'est les clubs qui payent les joueurs, qui les payent très bien, et donc on est confronté à cette dichotomie qu'on avait évoquée dans d'autres circonstances. Avec d'autres sélections. Pour d'autres sélections. En tout cas, ce choc entre l'Argentine, championne d'Amérique du Sud, qui était trop contente hier soir, Alejandro, d'étraîner son nouveau maillot avec le logo de champion de la Copa América. On aura bien en face, évidemment, le Brésil. Alors, c'est toujours un choc. Le Brésil jouera à domicile, mais on a l'impression que l'Argentine, vous le disiez, Gilles, avec Messi, un espèce de Messi presque rajeuni grâce à ce titre obtenu cet été. Et écoutez d'ailleurs, il y avait des supporters du côté du Stadio Olímpico de Caracas qui voulaient rentrer dans le stade pour Messi. Notre but, c'était de voir Messi peut-être pour la dernière occasion dans cette partie du monde, parce qu'il sera sûrement difficile pour nous de le revoir par ici. Après le mondial, il prendra probablement sa retraite, et sinon, pour le voir jouer, il faut être en Europe, ce qui est plus compliqué. Alors Alejandro, cette Argentine, est-ce qu'elle vit une nouvelle embellie? Et est-ce que finalement le Brésil-Argentine, certes en territoire brésilien, mais pourrait donner le même résultat qu'à la finale de la Copa América? Disons qu'il y a une situation un peu paradoxale parce qu'on ne peut pas ignorer que l'Argentine a perdu par rapport à des versions précédentes, je pense à 2014, etc. Il y a des carences dans l'effectif qui sont plus importantes qu'avant. Et pourtant, on a l'impression que cette équipe d'Argentine est plus conquérante, ne serait-ce que parce qu'elle a fini avec la malédiction qui voulait que depuis 28 ans, elle ne remportait aucun titre. Là, avec cette victoire en Copa América, elle s'est libérée d'un poids. Elle avait joué beaucoup de finales ces dernières années, mais à chaque fois, elle perdait ses finales. Et du coup, ça pesait sur les joueurs, ça pesait sur Messi. Et en plus, Messi, comme le disait Gilles, il est sorti un petit peu de sa routine, de sa zone de confort. Et tout d'un coup, on le découvre sous un jour nouveau. À 34 ans, et alors qu'on le regarde depuis l'âge de 16 ans. Gilles. Mais oui, mais c'est une nouvelle Argentine et un nouveau Messi. Et dans le matraquage dont il a été victime, que vous évoquiez de la part d'un joueur vénézuélien, j'y vois, moi, une sorte de charge symbolique. Alors, il n'est pas le seul à avoir été matraqué, mais ça m'a fait penser dans l'agression et la volonté de blesser, parce qu'elle est réelle, à ce qu'avait subi Maradona en Espagne. Et je trouve que contre même l'Athletic Bilbao aussi. Voilà, c'est ça. Même qui avait été beaucoup plus grave, hélas. Mais je trouve que même dans le matraquage, bien là, Messi se hisse presque pour moi au niveau symbolique de Maradona. Après tout, il lui reste plus qu'une Coupe du Monde à gagner. Alors Xavier, cette rencontre finalement, ce face-à-face, vous dites que les Brésiliens, ils ont au moins 3 équipes, ça veut dire qu'il y aura match? Ah oui, moi je pense qu'il y aura clairement match. Évidemment, de toute façon, si vous regardez l'équipe qui a été alignée... C'est comparé à un derby, oui, l'équipe qui a été alignée par Tite au Chili, la moitié de l'équipe, elle était en finale de la Copa América. Oui. Donc, il leur manque effectivement un certain nombre de joueurs, mais ils ont quand même encore une équipe extrêmement compétitive. Il y aura cette volonté de prendre une revanche, bien sûr. Il y aura le fait d'être à domicile. Et puis surtout, le Brésil, ils ont l'habitude. Ils doivent toujours gagner, le Brésil. C'est l'équipe qui, de toute façon, elle est obligée de gagner partout où elle va. Donc, systématiquement, à chaque Coupe du Monde, quel est le favori? Le Brésil. Et si on regarde bien l'histoire de la Coupe du Monde... Ça fait longtemps qu'ils ne gagnent plus, là. Oui, effectivement, mais parce qu'à chaque fois, c'est l'équipe que tout le monde attend et que tout le monde... Les équipes préparent effectivement leur match contre le Brésil comme une finale à chaque fois. Donc, eux, en face, ils disputent tout le temps des finales et ils les perdent de temps en temps. On a même 2 joueurs de Ligue 1 dans ce match du côté des Brésiliens. On a Neymar et puis on a Gerson qui a fait ses premiers... Oui. Il y avait Marquinhos, mais il sera suspendu pour ce match contre l'Argentine. Suspendu. Bon, évidemment, il y a les Lyonnais, Paqueta aussi et Guimarães qui ont joué hier.
Oui, non, mais il y a de la qualité, c'est indéniable dans cette équipe. Ce qui est intéressant, c'est que ces joueurs maintenant vont se retrouver en Ligue 1. Et ça aussi, il faut le dire, hein, puisque on a souligné, Messi, jusqu'à présent, on le voyait qu'à la télévision en Liga ou alors au Camp Nou. Maintenant, ils vont se retrouver en Ligue 1 tous les week-ends. Donc, et c'est tant mieux pour notre championnat. Voilà pour ce qui est en tout cas des éliminatoires à voir tard dans la nuit. Hein, mais même pas si tard que ça, parce que c'est à 21h heure française. Donc, justement... Oui, pour une fois. Pour une fois, on a un horaire raisonnable. Voilà, là, c'était au cours de la nuit, mais la prochaine fois, ça sera à 21h heure de Paris. Des éliminatoires, eh bien, on continue à en parler, mais cette fois-ci, on part du côté de l'Afrique. Déchaîner les Fennecs, sans doute par ce refrain qui est entêtant et qui doit trotter dans leur tête depuis juillet 2019. Les Fennecs champions d'Afrique hier soir, eh bien, malgré le mauvais état de la pelouse dénoncé par leur sélectionneur avec une certaine humeur, l'Algérie s'est imposée par 8-0 face, il faut le souligner quand même, à la très faible équipe de Djibouti qui, disons, est en construction. Cette équipe, on en a parlé notamment avec son sélectionneur français. Alors, une entrée, on va dire, sans pitié dans ces éliminatoires africaines, avec fracas, même parce que ce carton, ce 8-0, eh bien, continue pour l'Algérie à aligner des records. Les records, c'est cette victoire qui signifiait le 31e match consécutif sans défaite pour l'Algérie. 8e victoire d'affilée surtout. Et si je ne me trompe pas, c'est le 30e match qui n'est pas perdu sous l'ère de Djamel Belmadi. 28e, je crois. Là, on avait le 31e, mais avec lui, je crois que c'est le 30e. En tout cas, Islam Slimani a marqué un quadruplé. Il a marqué les esprits hier soir. Le joueur, lui aussi, de la Ligue 1, il est du côté de Lyon. Il est devenu le co-meilleur buteur des Fennecs au niveau de Abdelhafid Tasfaout. Absolument. 36 buts. 36 buts. C'est énorme. C'est un taux de réussite incroyable. Et le quadruplé de Slimani, en plus, tête, penalty, contrôle, but, c'est phénoménal. Absolument incroyable. Tasfaout avait joué aussi en Ligue 1. Lui, il était passé dans les années 90 par Auxerre et Guingamp. En tout cas, écoutons le sélectionneur algérien parler si bien de son buteur. Pour ce qui est d'Islam, il est dans la continuité de tout ce qu'il a toujours fait en équipe nationale. Investissement, gros investissement, combativité, envie, toujours présent pour l'équipe nationale. Il répond présent quand on fait appel à lui, que ce soit pour démarrer un match, pour soit rentrer, ne pas rentrer. Il y a eu des matchs comme ça. Attitude exemplaire. Xavier Barret, est-ce qu'il faut trembler désormais devant les Fennecs ils sont 30e au classement de la FIFA. Et pourtant, on a l'impression quand même qu'ils pourraient peut-être... je ne sais pas, défier une sélection européenne. Et là, dans ces éliminatoires, dans leur groupe, ils vont faire régner leur loi, on a l'impression. Oui, mais bon, voilà, si tous les adversaires sont du niveau de Djibouti, c'est sûr qu'on peut trembler contre eux. Non, il y a le Niger et le Burkina. Formidable qu'ils arrivent à ce niveau des éliminatoires, parce qu'ils sont passés par le tour préliminaire. Voilà, après l'Algérie, ce n'est pas une première fois s'ils arrivent à faire une perf en Coupe du Monde. Parce qu'il faut rappeler que déjà en 1982, ils avaient été exceptionnels. La fameuse Madjer. Voilà, en battant l'Allemagne, en surprenant l'Allemagne, et ils auraient mérité bien sûr d'aller au deuxième tour s'il n'y avait pas eu cette entente entre Autrichiens et Allemands, ce fameux match de la honte à Gijón. Et donc du coup, ils se sont retrouvés éliminés. Mais, quand ils sont là, on s'en souvient. Au Brésil, en 2014, ils ont encore été très bons et ils sont allés en huitième de finale. Contre là encore, ils ont l'Allemagne. été éliminés par l'Allemagne, cette fois-ci à la régulière. Donc on a une équipe qui est habituée à aller en Coupe du Monde et à bien figurer en Coupe du Monde. Le seul problème pour eux, c'est de se qualifier. Donc là, effectivement, s'ils rencontrent que des équipes comme Djibouti, ça va être un boulevard. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'après ce tour de poule, il y aura des barrages. Oui. Et c'est là où tout va se jouer. Il faut d'abord être premier de son groupe et voilà. Après, il y aura les barrages entre les 10 qualifiés. Il y a que 5 ils peuvent tomber, on verra le tirage au sort, mais ils peuvent tomber contre le Nigeria, la Côte d'Ivoire ou d'autres grosses équipes. Et là, forcément, compliqué. Ça se joue sur un match aller-retour. Ils ont été sacrés en 2019, on s'en souvient, Gilles, de cette finale face au Sénégal. Mais on a l'impression que l'Algérie maintient son niveau. Absolument. On a l'impression... Déjà qu'ils sont à la Coupe du Monde et que la prochaine CAN est jouée. Ils sont favoris incontestables. Ils ont une équipe complète, un sélectionneur qui tient la route. On a l'impression que personne ne peut les arrêter. Moi, j'y mets un gros bémol.
Le bémol, c'est eux. Parce qu'ils vont arriver avec une étiquette euphorique, énorme. Oui, alors ça va être le grand favori. Tout le monde va vouloir les battre. Je pense on sait ce que c'est. Alors oui, on sait ce que c'est. Alors je ne dis pas que l'Algérie va avoir un ego. Le sélectionneur va tout faire pour que les joueurs arrivent avec humilité. Ils sauront faire. Néanmoins, quand vous êtes super favori comme ça, il faut être extrêmement fort pour gagner. Et comme le dit un vieux proverbe français, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Non, mais c'est juste. La seule chose, c'est qu'il y a une chose, Gilles, que tu n'as pas citée, c'est que cette Coupe d'Afrique des Nations, elle n'aura pas lieu en Afrique du Nord, en Égypte, comme la dernière, elle aura lieu au Cameroun. Et là, on sait que pour les équipes d'Afrique du Nord, c'est très difficile d'aller s'imposer dans les pays d'Afrique subsaharienne. Donc ça renforce encore plus la difficulté de la mission. Alejandro ? Moi, je mettrais un autre bémol à celui qu'a mis Gilles, c'est que parmi tous ces matchs sans défaite de l'Algérie, il y a pratiquement que des adversaires africains. Or, on sait que l'Algérie est, avec le Sénégal, peut-être la meilleure équipe africaine du moment, donc c'est pas tellement étonnant. Donc, moi, j'aimerais voir l'Algérie gagner face à d'autres équipes de plus haut rang. Mais parmi les adversaires qu'ils ont affrontés dans cette série, il n'y a qu'un match nul contre le Mexique ou une victoire contre le Qatar. Le reste, c'est que des performances face à des équipes africaines. Donc, c'est ça que j'attends un petit peu plus. Alors, on continue, on reste sur l'Afrique avec cette, on va dire, déception. C'est le contraire, un peu le pendant, hier soir à Lubumbashi. La déception pour les quelques centaines de supporters qui, malgré le huis clos décrété par la CAF, avaient réussi à déjouer les consignes dans le sillage du gouverneur local et qui étaient dans les tribunes pour faire du bruit, pour crier, pour encourager les léopards. Des léopards emmenés par un nouveau sélectionneur. C'est une nouvelle ère aussi là-bas après les années Florent Ibenge. Il s'agit de Hector Cooper, mais ils n'ont pas fait mieux qu'un match nul 1-1 face à la Tanzanie. Alors, ils avaient pourtant ouvert le score, les Léopards, les joueurs de la RDC, par leur buteur Mbokani qui revenait. Une belle entente d'ailleurs avec Bakambu. Malgré tout, ils ont perdu. Ils ne perdent pas le moral, en tout cas c'est ce qu'assure le milieu de terrain Samuel Moutoussamy au micro de notre correspondant à Lubumbashi, Pascal Mangala. On est un peu frustré du résultat parce qu'on a fait des choses positives durant le match. On a réussi à se créer pas mal d'occasions, de situations dangereuses et il aurait fallu mettre ce deuxième but qui nous offrirait la victoire. Ça n'a pas été le cas, donc on est déjà concentré sur le prochain match. Parce que c'est un nouvel entraîneur qui est arrivé par rapport au groupe, à la dynamique du groupe. Est-ce que vous sentez que vous progressez ? Oui, on apprend à mieux se connaître, à mieux savoir comment se déplacer ensemble sur le terrain. Voilà, on progresse tactiquement. Maintenant, il faut un peu plus de temps pour qu'on soit bien fixé sur les consignes à suivre, etc., qu'on soit bien calé. Mais on est sur la pente ascendante, on est en train de progresser sur ça. En train de progresser, on progresse, mais pour l'instant, on se cherche encore. C'est ce qu'il dit quand même, ce joueur Gilles. Je ne vois pas la progression, c'est du sur place. Alors auparavant, Cooper ne savait pas gagner les finales. Aujourd'hui, il ne sait même plus gagner un match. Non mais très franchement, avec un sélectionneur comme ça, je vous le dis avec tout l'amour que j'ai pour cette sélection, vous ne pouvez pas vous qualifier. Il a perdu le fil. C'est un choix, je l'avais dit, qui dès le départ m'a paru incohérent. Si vous persistez, vous allez droit dans le mur. Alejandro, c'est un Argentin, là, vous allez le défendre ? Non, pas forcément. Lâché même par son compatriote. Même par Alejandro. Pas forcément, mais je donnerai la parole à nos auditeurs. Par exemple, il y a Michel Makalamba qui nous dit « Il valait mieux Florent Ibenge que Cooper comme sélectionneur. Après 3 matchs joueurs, il n'a pas un style de jeu ni d'équipe type. » Voilà, donc il y a une déception. Mais... Non, je ne vais pas me faire l'avocat Florent de Cooper. Florent est resté très longtemps. Il est resté très longtemps et ils ont aussi... raté la qualification pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, alors qu'ils l'avaient au bout du pied. Il faut rappeler qu'ils étaient dans un groupe avec la Libye, qu'ils avaient cartonné 4-0, la Guinée, et puis contre la Tunisie, ça s'est joué. Et là, ils perdent un match en Tunisie, ils gagnent, ils mènent au retour 2-0 et ils finissent par concéder le nul 2-2, alors qu'ils avaient la qualification. Et qu'ils ne vont pas à la Coupe du Monde depuis 1974. Exactement, tout le monde attendait la RDC en Russie. Et ils avaient le potentiel, parce qu'il faut voir aussi les joueurs qui composent cette sélection. Donc petit à petit, ces gars-là, les Kakuta, les Bolingui, etc., ils sont dégoûtés et ils viennent plus. Et donc on se retrouve, moi je suis très content pour lui, Moutoussamy de Nantes, qui est remplaçant à Nantes, qui se retrouve en sélection de RDC. Mais franchement, si on prend les meilleurs joueurs congolais, l'équipe, elle doit être bien au-dessus de ça. Et pour ça, il faut avoir effectivement un projet construit sur la durée. Vous vous rendez compte, ils ne sont même pas qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont fait doubler par la Gambie et le Gabon. Alors qu'ils ont fait un très beau CHAN. Voilà, donc c'est pas normal. Tout ça, c'est pas... Alors, tomber sur Cooper...
Pourquoi pas? Mais je pense que les insuffisances, elles sont bien au-dessus au niveau de la RDC. Tout est en train de se réorganiser aussi dans cette fédération avec le changement de président à la tête de la fédération. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Alejandro, encore un commentaire peut-être? Disons qu'il y a les clubs d'admirateurs de Rémi Ngono qui se déchaînent depuis le début de l'émission. On fait ce qu'on peut. Ils trouvent qu'il n'y a qu'un club d'admirateurs de Messi autour de la table aujourd'hui. Mais il faut quand même souligner que notre ami Gilles Verdès a marqué des points avec son proverbe français. Alors, les auditeurs en redemandent et lui donnent même des cartons verts. Et ils disent que ça leur rappelle Rémi Ngono. Donc, Gilles, vous n'avez qu'à continuer. Bon, alors Gilles, il faut continuer. En attendant, signalons que ces léopards joueront au Bénin. Et le Bénin, eh bien là, ils iront tenter de l'emporter alors que ce Bénin vient de gagner à Madagascar sur le score de 1-0. Antananarive, but de Steve Mounier contre la sélection de notre ami Eric Rabé-Sandratana. Il y a aussi des éliminatoires et cette fois-ci, c'est en Europe. Caramba, la Suède, encore sur la route d'un grand d'Europe. Et cette fois-ci, dont vous avez entendu cette musique qui signe l'Espagne, eh bien les Suédois, on s'en souvient tous, ils avaient empêché, Matteo Cioffi en a fait des cauchemars durant des années, parce qu'ils avaient empêché l'Italie de participer à la Coupe du Monde en Russie. Eh bien là, c'est les Suédois qui ont battu l'Espagne hier soir sur le score de 2-1. C'était dans la Friends Arena de Solna, c'est tout près de Stockholm. L'Espagne, deuxième de son groupe pour l'instant. Alors là aussi, les éliminatoires sont très durs. On parlait de l'Afrique, où il faut finir premier pour ensuite faire des barrages. Là, il faut être premier, voire aussi barrage si on est deuxième. Voilà, mais alors dans le cas de l'Espagne, il y a aussi une autre solution de rattrapage avec la Ligue des Nations qui aura lieu le mois prochain. L'Espagne est en demi-finale contre l'Italie et la France contre la Belgique. Donc là, il y aura une autre possibilité de rattrapage. La Suède, vous l'avez rappelé, Annie, c'est une équipe qui reste sur 7 victoires consécutives à domicile à Stockholm, donc contre des sélections, et pas n'importe lesquelles. C'est pas Djibouti, là, c'est la France. Ils ont battu la France dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. L'Italie, vous l'avez ramené, l'Espagne, puis quelques autres pays. Donc c'est la Friends Arena, c'est pas très amical pour les adversaires. Exactement. Donc, et c'est une équipe qui d'ailleurs s'est fait éliminer contre le cours du jeu en 8e de finale de l'Euro par l'Ukraine à la toute dernière minute après une expulsion sévère en prolongation. Donc c'est une très bonne équipe. Est-ce que ça révèle les faiblesses de l'Espagne? Moi, j'en suis pas sûr. Je pense que c'est plus de circonstances. On va d'abord écouter, c'est Luis Enrique, parce que le sélectionneur espagnol, eh bien, on va l'entendre, il ne s'inquiète pas outre mesure. Si j'avais vu une équipe sans ambition, si j'avais vu une équipe sans l'envie de se battre sur les premiers ballons, si j'avais vu ce changement d'attitude dans mon équipe, alors oui, je serais inquiet. Mais là, non, cela ne m'inquiète pas. Je suis juste contrarié, car la qualification à la Coupe du Monde ne dépend plus de nous. Voilà, ils ont marqué, en fait, ils ont perdu. Ils auraient pu marquer un total de 9 points, Gilles. Ils en ont marqué que 4. Oui. Donc, ils en ont perdu 5 en route. Est-ce que vous les trouvez inquiétants? Est-ce que la Roja est dans le rouge? On nous a fait l'apologie de la Suède. C'est pas la Suède qui a gagné le match, c'est l'Espagne qui a complètement perdu le match avec des erreurs individuelles. Et le problème du sélectionneur Luis Enrique, qui a du talent, c'est que c'est lui contre tout le monde, contre les autres. Et ça marche sur une courte période. Ça a marché, par exemple, en phase finale de l'Euro, puisqu'ils ont fait un Euro tout à fait intéressant. Éliminé par l'Italie en demi-finale. Absolument. Mieux que la France. Absolument, au tir au but, voilà. Mais sur une longue période, quand il faut construire, Luis Enrique, à force de faire « nous sommes contre », de trouver des ennemis à l'extérieur, à l'intérieur, il use ses joueurs. Et moi, je pense que là, dans ces éliminatoires, l'Espagne doit redouter une sorte d'usure mentale. C'est pas un sélectionneur pour construire, c'est un sélectionneur de courte période. Et vous vous souvenez de ce proverbe français qui dit « Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse ». Oui, maintenant, il faut quand même rappeler une chose, c'est que Luis Enrique était privé délibérément de certains internationaux qui avaient enchaîné, et c'est le cas de Pedri notamment de Barcelone, l'Euro Espoir, l'Euro des grands et les Jeux Olympiques. Et ils étaient 6 dans ce cas-là. Donc, avoir fait l'Euro des grands et les JO. Eux, ils n'ont pas 3 équipes dans leur pays. Et donc, alors, effectivement, c'est qu'une demi-excuse, à part que c'était, et là, en revanche, des joueurs qui étaient tous titulaires.
Et donc, ce qui se passe dans le cas de Luis Enrique, ça va là aussi nous amener au sujet avec Wenger tout à l'heure, c'est que c'est la fédération espagnole qui a décidé de les mettre délibérément au repos pour qu'ils aient des vraies vacances, qu'ils aient une vraie coupure, ce qui est plutôt chic de leur part, et donc de prendre ce risque de se priver d'éléments importants pour un match éliminatoire. Alejandro, alors pour vous, ça serait plutôt de la faute d'un effectif allégé, je vais dire, donc un peu des joueurs, ou alors ça serait de la faute de Luis Enrique, trop clivant? C'est aussi la question qu'on peut se poser, parce qu'on connaît le personnage et on l'a bien vu notamment du côté du Barça, avec qui il a eu beaucoup de succès, mais aussi beaucoup de mésaventures. Disons que Luis Enrique, à mon avis, s'il fait une erreur, mais on verra sur le long terme, comme dit Gilles, si c'est une erreur, c'est qu'il travaille dans ses éliminatoires comme s'il était dans des matchs amicaux. Donc il fait tourner beaucoup son effectif. Depuis le début de l'année, l'Espagne a joué en tout 12 matchs et 45 joueurs ont porté les maillots espagnols. C'est énorme. Donc, il y a une attitude du côté de Luis Enrique qui tend à dire « je n'ai pas encore une équipe type, je vais tester ». Et d'ailleurs, le but espagnol a été marqué par Carlos Soler qui disputait sa première sélection. Donc, c'est comme ça que ça marche. Alors, il y a beaucoup de gens qui critiquent le fait qu'il fait moins appel, notamment aux joueurs du Real Madrid, même s'il n'y a pas beaucoup d'Espagnols aujourd'hui au Real Madrid. Là, il y a un auditeur qui dit que, Adouez, Steve, qui dit l'Espagne sans joueur de Madrid, c'est les Swaziland. Bon, je ne sais pas s'il faut aller aussi loin. Mais ils ont été en demi-finale de l'Euro sans joueur du Real Madrid. Ouais, oui. Ils ont été en finale des JO sans... non, pardon, il y avait Marco Asensio, mais bon. Depuis le début de l'année, il n'y a qu'un seul joueur du Real Madrid qui a porté les maillots espagnols, c'est Antonio Blanco, qui est un milieu de terrain que personne ne retient quand on parle du Real Madrid et qui a joué comme remplaçant un match amical contre la Lituanie. Donc, effectivement, le Real Madrid n'est composé que des joueurs étrangers, pratiquement. Encore un petit mot, Gilles? Oui, il faut faire attention parce que Luis Enrique, c'est quand même quelqu'un qui, globalement, n'aime pas la starification, n'aime pas les stars. Il a tendance à dire tout le monde est au même niveau. Ce qui est bien parce qu'il est fidèle à des joueurs qui commettent des erreurs. Mais j'ai parfois l'impression, moi, qu'il se passe de joueurs du Real Madrid parce que c'est le Real Madrid au nom de potentielles vieilles rancœurs. Ça, pour un sélectionneur, c'est pas bien. Même si lui n'est pas catalan, hein, il faut le souligner. Il a porté même le maillot du Real Madrid. Oui, mais il y a un petit contentieux, me semble-t-il. Mais qu'est-ce qui aurait sa place dans cette sélection? Carvajal, éventuellement, mais qui revient de blessure. Sergio Ramos est blessé. Marco Asensio, il est limite. Oui, en plus. Pour l'Euro, on en a beaucoup parlé, mais il n'était pas opérationnel. Donc, du coup, actuellement, je ne vois pas où est le scandale. Moi, franchement, j'y crois beaucoup à Luis Enrique. D'ailleurs, souvenez-vous les doutes qu'il y avait autour de sa personnalité au début du dernier Euro. Et l'Espagne qui a commencé par 2 résultats nuls, avec des pénaltys manqués, etc. On a dit, oui, de toute façon, Luis Enrique, il est nul. Et ils sont arrivés jusqu'en demi-finale. Et s'ils avaient été en finale, parce qu'ils ont été éliminés au tir au but, il n'y avait pas vol. Et dans la foulée, dans la complémentarité de ce qu'a fait l'Espagne à cet Euro, il y a eu les Jeux Olympiques. Et là aussi, ils vont en finale. Donc, battus par le Brésil. Donc, franchement, moi, je trouve qu'on est un peu sévère avec cette sélection espagnole. Sévère, mais il y a un fait, c'est qu'ils ont été battus et que pour l'instant, ils ne sont pas très bien embarqués pour les éliminatoires. Allez, on continue et on va parler d'un sujet qui est très certainement polémique. Peut-être que vous aurez un proverbe, Gilles. On y va, on va parler de cette temporalité, on peut dire, de la Coupe du Monde. Pas 2022, mais pour les prochaines. La Coupe du Monde, elle a commencé en 1930, donc bientôt on fêtera le centenaire. Et pourtant, restera-t-elle tous les 4 ans? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, on sait que le football change, on sait que le football a changé, on sait que le football peut changer, doit changer et s'adapter. Mais là, c'est peut-être une révolution qui risque d'arriver, où les compétitions qui se multiplient, eh bien, peut-être qu'un loup est entré dans la bergerie. Ce loup, c'est Arsène Wenger, l'ancien entraîneur iconique des Gunners, que l'on a si souvent entendu, et même dans notre émission, pester contre les calendriers FIFA. Et là, il est en train, alors dans un monde global et globalisé, de réorganiser un calendrier. La périodicité, eh bien, ça serait de proposer une Coupe du Monde tous les 2 ans. Est-ce que c'est inéluctable selon vous, Xavier Barret? C'est d'autant plus éluctable que c'est une vieille rengaine de la FIFA. Seb Blatter avait déjà proposé ça au début des années 2000. On avait même fait un grand dossier dans France Football, dont je m'étais occupé. Et son idée, c'était, oui, on fait la Coupe du Monde tous les 2 ans, parce que ceci, cela, on sait qu'en fait, le fin mot de l'histoire, c'est tout simplement occuper le terrain des compétitions internationales et surtout le marché, le business qui va avec.
Parce que, effectivement, quand vous vendez une grande compétition, vous la vendez avant sponsor, vous gagnez beaucoup d'argent. Mais vous la vendez plus cher tous les 4 ans que si vous la faites tous les 2 ans. Alors, c'est après tout ça, ça se négocie. On sait que jusqu'à présent, ces droits ont toujours été en augmentant. Les droits télé, bien sûr, mais surtout les droits marketing, avec des sponsors qui sont de plus en plus décidés à mettre beaucoup d'argent pour être associés à la Coupe du Monde. Donc là, on est dans la logique de la FIFA, qui se heurte dans ce domaine à l'UEFA, qui, elle, effectivement, est une confédération très bien organisée, très riche, qui s'appuie sur Européenne. 2 compétitions majeures, l'Euro, qu'on a vu cet été, donc, et la Ligue des Champions, qui, elle, a lieu chaque année. Et donc le la but FIFA du jeu veut lui couper l'herbe sous le pied, effectivement, en organisant une Coupe du Monde. C'est embêtant de couper l'herbe. Oui, en organisant une Coupe du Monde tous les 2 ans, et aussi, au passage, essayer d'installer son mondial des clubs, qu'ils avaient annoncé pour 2021, pardon. C'est périodique, celui-là, voilà, on sait donc pas trop celui-là, comment. il revient aussi. C'est l'idée, c'est l'éternelle guerre de la FIFA pour occuper plus de terrain et donc prendre plus de marché. Gilles, inéluctable ou éluctable, et surtout, est-ce une bonne idée Est-ce qu'on risque pas de banaliser finalement une compétition qu'on attend un peu, on piaffe tous les 4 ans? Ce qui fait la beauté, c'est la rareté. Donc si effectivement on en vient à une temporalité très réduite, ça va perdre ce côté incroyable des rendez-vous. On va avoir des France-Brésil tout le temps, des France-Argentine. Ça va perdre en intensité. Algérie. Oui, la deuxième chose que je veux dire, c'est que Wenger a quand même vendu son âme, non pas au diable, mais aux instances. C'est pas beau de changer d'avis comme ça. Alors il est en contradiction avec lui-même. Voilà, ça me paraît délicat. Et le troisième point, c'est que la Confédération africaine s'est dite presque séduite potentiellement par ce projet. Dans la bergerie. Mais oui, en disant ça va être formidable. Pourquoi? Parce que on aura plus de chances d'aller à la Coupe du Monde, donc plus de chances d'aller plus loin. Peut-être qu'on va organiser plus de Coupes du Monde, mais attention, parce que le football africain est-il assez solide pour avoir des rendez-vous continentaux si répétés? Est-ce que les clubs vont libérer leurs joueurs? À la dernière Coupe du Monde, on a vu le résultat. Mais voilà, on a vu le résultat. Aucune équipe ne s'est qualifiée pour un 8e de finale. Donc cette confédération africaine, je voudrais l'avertir par un proverbe. Attention, parce qu'un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Alejandro, il tient bien le rôle de Rémi, je trouve, franchement. Il y a Raph Mirimo qui dit « Les proverbes de Gilles Verdès ressuscitent Rémi de son tombeau ». Je ne sais pas si... Il faudra passer au maquillage pour faire plus Rémi la prochaine. Moi, je suis un peu partagé. Je pense qu'il y a des bonnes idées dans ce que dit Wenger, c'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à faire des éliminatoires auxquels on a du mal à se passionner. Notamment en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, encore, on a des affiches, mais par exemple, on voit des matchs comme Algérie-Djibouti qu'on vient de voir, ou d'autres rencontres qui ne sont pas forcément Liechtenstein-Allemagne, etc. Est-ce que ça passionne beaucoup les gens? Je n'en suis pas sûr. Donc l'idée des Wenger est de réduire la place de ces éliminatoires et de les remplacer par des phases finales qui intéressent davantage les gens. Donc ça peut s'envisager. Il envisage aussi de concentrer les fenêtres des équipes nationales sur des durées plus longues, ce qui a le mérite de favoriser un petit peu les continents qui sont non européens, c'est-à-dire les joueurs qui s'usent à longueur d'année à faire des allers-retours interminables, à changer des climats, des fuseaux horaires, etc. Donc, en retrouvant plus longtemps l'équipe nationale, ça peut effectivement permettre de faire un travail plus intéressant. Après, il y a des aspects contradictoires parce que si on a des phases finales tous les ans, que devient-il le football féminin, par exemple, qui aujourd'hui profite de ces rares moments où le football masculin n'a pas de phase finale pour se montrer? Ça risque de tuer le reste. Et voilà. Et puis on peut penser à l'Euro, parce que l'Euro, c'est aussi tous les 4 ans. Donc, non, mais il voudrait... et la CAN qui est tous les 2 ans. Donc une Coupe du Monde tous les 2 ans, une CAN tous les 2 ans. En fait, à chaque fin de saison, on aurait la Coupe du Monde, et l'année d'après la CAN ou l'Euro et la Copa América, l'année d'après la Coupe du Monde. Alors, quelque part, les idées de Wenger, effectivement, comme elle explique Al-Kheffé, en ce qui concerne les éliminatoires, sont plutôt intéressantes. Oui. Il ferait une fenêtre internationale donc en octobre. On va passer à 48 équipes, donc tout est fou. Une fenêtre aussi. Internationale. Pendant un mois, vous n'aurez pas de championnat. C'est une fenêtre internationale 2 fois par an, pendant un mois, les championnats sont stoppés. Et donc on s'intéresse au championnat, il est stoppé pendant un mois, les championnats nationaux, il reprend. C'est quand même bizarre. Oui, mais là, ce qui se passe actuellement, et on vient de le voir là, les championnats sont à peine commencés. En France, on a 4 journées. En Espagne, en Allemagne, en Angleterre, 3. En Italie, 2. Paf, trêve internationale de 10 jours.
Et donc, on se retrouve avec des joueurs. Il n'y a pas de coordination. Voilà. En plus, ouais. Et déjà, et encore, il y a eu un progrès quand on a supprimé la fenêtre internationale du mois d'août. Parce qu'avant, il y avait une fenêtre internationale mi-août, en plein pendant les préparations, voire les premières journées de championnat. Donc, effectivement, il y a des améliorations à apporter à ce niveau-là. On se retrouve avec 3 fenêtres internationales à l'automne et une seule en mars, pour le moment, au printemps. Donc, il faut, je pense, encore harmoniser le calendrier. De ce point de vue-là, Wenger apporte des idées intéressantes. Mais pour le reste, j'ai des réserves. Alejandro, nos auditeurs, ils sont plutôt pour une Coupe du Monde tous les 2 ans. Ils sont pour regarder la Coupe du Monde de tous les 4 ans, très largement. Voilà, et je souligne que les admirateurs de Gilles Verdez continuent à progresser. Là, il y a Orlandito Remus Ayer qui dit que Gilles se débrouille bien. Il manque seulement de la mauvaise foi pour être comparable à Rémi. C'est vrai. Il peut être fort parfois sur la mauvaise foi, Gilles, mais pas aujourd'hui. Mais en tout cas, ce projet de réforme, de toute façon, ne concernerait que 2028. Donc, on a le temps d'y penser. Viens à point qui sait attendre. Voilà. Viens à point qui sait attendre. Parfait. Eh ben, c'est le moment de retrouver nos auditeurs et de retrouver les cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Une fois encore, vous avez eu beaucoup d'imagination, vous avez été très inventif et David Finzel a sélectionné les meilleurs. Bonjour Radio Foot International, bonjour Annie Gasnier, la meilleure. Bonjour Rémi Ngono, l'homme au raisonnement illogique. Xavier Barré, l'international, l'ennemi juré de Cristiano Ronaldo, meilleur joueur du monde. Et El Jefe, fanatique invétéré de Lionel Messi. C'est Christopher depuis le Lubumbashi en RDC. Et je m'en vais donner un carton vert à Eduardo Camavinga, qui, contrairement à Kylian Mbappé, a su et a pu signer un contrat XXL avec la Maison Blanche, le Real de Madrid, meilleur club du monde. Magnifique. Je m'appelle Galon Gelov, depuis la RDC. Je donne carton vert à Griezmann pour le bon choix qu'il a fait de retourner à l'Atlético de Madrid. C'est là où il nous a montré un bon football professionnel. Depuis son apparition au niveau du FC Barcelone, il n'a jamais été à son niveau. Merci. C'est Jasper depuis Ouvira en RDC. Je voulais donner un carton vert au marché des transferts de cette année, car on s'est bien amusé. Je m'appelle Sabundiaï, j'ai vu au Congo-Brazzaville à Pointe-Noire. Je donne un carton rouge à Didier Deschamps, qui a la meilleure attaque de l'Europe, voire même du monde, qui n'a pas pu battre les équipes les plus faibles en Europe. C'est Sergio depuis Mbacké, Sénégal. Je donne mon carton vert à Muntaro Baldé, à Aliou Cissé, parce qu'il a fait jouer Muntaro Baldé. Puisque c'est un joueur local, mais il n'était pas du tout complexé. J'espère qu'Aliou Cissé va lui donner la chance pour qu'il puisse être titulaire le match prochain, Inch'Allah. Ça pour vous. Moi, c'est Maxwell Camerounais vivant en Chine. J'adresse un carton rouge à Arteta et tout le staff d'Arsenal pour ce début de saison très catastrophique. Pratiquement 10 buts encaissés en 3 matchs et aucun but marqué. Vraiment décevant pour une équipe comme Arsenal. Carton rouge à Arteta. Ici votre fidèle auditeur, Garba Chadi depuis Niamey, le Niger. Alors, je donne un carton rouge à la Série A pour ce mercato cette année. Pendant que les autres championnats sont en train de recruter des joueurs tels que Messi, Ronaldo, Ramos et j'en passe, la Série A se contente de recruter que des joueurs remplaçants. Le seul vrai mercato de la Série A cette année, c'est celui des transferts de José Mourinho à la Roma. Et ça, je dis ça pour faire plaisir à mon frère Rémi Ngono. Allez, bonne suite, vous êtes les meilleurs. Ciao. Il a surgi, il a marqué, c'est qu'il a CR7. Bonjour Café des Sports, je donne un carton vert à l'inoxydable, à l'imbattable, à l'inquantifiable, à l'infinissable Cristiano Ronaldo. Dis-tu? C'est Christian Afirignon depuis Bamako. Bye bye, bonne émission. Bonjour, c'est Abdoulaye Pirlo Diouf à Dakar au Sénégal. Je voudrais donner un carton vert à toute l'équipe de Radio Foot International pour l'excellent travail qu'elle mène. J'écoute cette émission il y a plus de 10 ans et nous sommes de plus en plus passionnés. Cette émission nous permet de glaner beaucoup d'informations à travers le football mondial. Je salue au passage la fameuse Annie Gasnier avec sa belle voix, Xavier Barré, Alexandre Valentin et mon cher Rémi Ngono qui a un super fan ici à Bruxelles avec ses beaux proverbes. Comme le dit un proverbe sénégalais, un café d'espoir sans Rémi Ngono, c'est comme un classico sans but.
Mince alors, c'était un classico sans but aujourd'hui. On est vraiment désolé, mais c'est Rémi qui a fait défaut. On ne l'a pas éliminé de l'émission, soyez-en sûrs. Ils sont géniaux, ces cartons. Super. Vraiment, il y en a... Hyper inventif. Hein. Ouais. Il y en a des très bons. Très originaux. Je ne suis pas d'accord avec tous, mais il y en a des très bons. Non, pas forcément. Puis alors, un qui vient de Chine, c'est sûrement notre auditeur, en tout cas aujourd'hui, le plus éloigné. Allez, chers messieurs, votre carton, Xavier Barret. Ouais, bon, moi, je ne vais pas venir sur le terrain de Cristiano Ronaldo. On en a déjà assez parlé. On en a reçu tellement sur Cristiano, vous ne pouvez pas savoir. Non, moi, je voudrais donner un carton vert à l'équipe de France de Cécifoot et notamment à Yvan Wandji, dont j'ai eu l'occasion de suivre les entraînements pour ce rendez-vous, les Jeux paralympiques à Tokyo. C'est absolument incroyable ce que réussissent à faire ces garçons avec leur volonté, pas leurs yeux. Donc, ils jouent au football avec, on sait, un ballon qui fait du bruit et ils se dirigent seulement à la voix. C'est un spectacle incroyable et cette détermination qu'ils ont les a menés aux Jeux Olympiques, aux Jeux Paralympiques à Tokyo. Malheureusement, ils ne se sont pas qualifiés pour la phase finale, mais comme l'a dit Yvan dans son message, l'essentiel c'était de participer et de prendre de l'expérience pour le prochain rendez-vous, Paris 2024. Ouais, c'est vrai que c'est extraordinaire, c'est très touchant de les voir jouer et de jouer au football, de toucher ces ballons. Les entraînements, c'est quelque chose d'incroyable. Ouais. Ils sont une détermination formidable. Gilles Verdez. Carton vert. D'habitude, c'est carton rouge au mois de siège. Carton vert à l'Italie. Alors vous allez me dire, ça tombe mal, ils ont fait match nul contre la Bulgarie, 1-1, mais le but de Chiesa est magnifique. Et en plus, moi je vais vous dire, j'ai adoré la continuité de cette équipe. On gagne l'Euro, on part sur les mêmes principes. Avant l'Italie, c'était le refus de la défaite. Maintenant, c'est aller chercher la victoire. Alors ça n'a pas marché là, mais 35 matchs sans défaite. Ils égalent l'Espagne de 2006-2009. C'est plus que l'Algérie. C'est encore plus. C'est phénoménal. Et je trouve que, même si le résultat n'est pas génial, il y a une âme, il y a une volonté d'être collectif, d'être ensemble. J'ai vu ce match contre la Bulgarie. Ça m'a fait plaisir à voir. J'avais envie de les féliciter par ce carton vert. Je pense que Laurent Salerno va beaucoup apprécier votre carton. C'est notre champion dans l'équipe. Oui, je sais. Alejandro, moi, c'est le carton rouge sans instance, que ce soit la FIFA ou l'UEFA, à propos de la Hongrie, parce qu'on nous prend pour des idiots. À l'Euro, on a vu des comportements très choquants de certains supporters hongrois dans leur stade de Budapest. L'UEFA a décidé de suspendre, afin de décréter que 2 matchs devaient se dérouler sans public. Donc on pouvait s'attendre à qu'hier, la Hongrie reçoive l'Angleterre dans un huis clos. Non, le stade était plein à craquer. On a vu à nouveau les mêmes imbéciles s'en prendre à plusieurs joueurs, dont Raheem Sterling. Alors l'explication qu'on donne, c'est que le huis clos n'a pas été appliqué parce que c'est l'UEFA qui l'avait décrété et ce match était organisé par la FIFA. Donc ça, c'est nous prendre pour des idiots. Quand un joueur est suspendu par l'UEFA, la FIFA fait appliquer la suspension. Pourquoi ne pas faire la même chose dans ce cas-là ? En tout cas, les Hongrois, ils ont fait une chose, c'est ils ont perdu et salement perdu face à des Anglais qui ont décidé de rester sur le terrain pour leur mettre une petite correction sportive. Donc peut-être ont-ils fait le bon choix. En tout cas, c'était intéressant. Carton vert de l'équipe de Radio Foot International aux joueurs de l'OM qui ont accepté de baisser leur salaire. Ils sont 3 notamment, Alvaro González et Paul Lirola, les 2 Espagnols, et puis l'Argentin Leonardo Balardi. Ils ont accepté pour qu'un joueur intègre leur effectif. Il s'agit de l'international marocain Amin Harit qui vient de Schalke 04 de la Bundesliga. En fait, il n'a même pas été acheté encore. Il a été juste prêté. Mais nous, on a un gendarme en France des finances des clubs et qui s'était opposé à ce qu'il soit intégré aux feuilles de salaire. Il a fallu faire un effort. Bon, c'est un peu général. Il y a dans beaucoup de clubs en ce moment en Europe dû aux conséquences de la pandémie. Il y a beaucoup de problèmes économiques et on se souvient du côté du Barça, on avait essayé de réduire des salaires pour faire rester Messi qui n'est pas resté, mais bon. Voilà pour ce qui est du carton de Radio Foot International. Et c'est déjà la fin de ce Café des Sports hebdomadaire. On n'a pas vu Rémi, tiens. On lui enverra les cartons à Rémi parce que comme il y en a certains qui le concernaient, je pense que ça lui fera du bien, ça lui remontera le moral pour venir la semaine prochaine. Merci messieurs d'avoir participé à ce Café des Sports. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.